Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode du 26 mars de NXT, donc je vais essayer de vous sortir ça juste après avoir enregistré parce que au moment où j'enregistre on est le 28 mars. Le 28 mars c'est le carnaval de Caen, enfin carnaval étudiant de Caen, un des plus grands, enfin c'est même pas un des plus grands, c'est le plus grand carnaval étudiant d'Europe. Donc voilà, je pense que ça peut vous donner à peu près une idée de l'importance du truc. Et du coup, là, de 14 h jusqu'à je sais pas à quelle heure je vais rentrer chez moi, comme j'ai pas mon stage demain, je peux rentrer à n'importe quelle heure, hein, mais en général, ça finit au milieu de la nuit, le carnaval étudiant de Caen. Donc c'est pour ça, j'ai essayé d'être assez rapide, assez succinct sur les choses à dire. Voilà, essayer de faire le montage assez rapidement. Voilà, bon, ouais, pour l'instant il est que 11 h, mais bon, il faut encore que je mange, que je prenne ma douche, que je me prépare, que j'accueille tous mes potes chez moi pour qu'eux aussi se préparent. Donc le 3 h, ça va passer vite. Faut aussi que je mange, je sais pas si je l'ai dit, que j'allais faire deux trois courses, enfin bref. Le temps est un peu compté pour moi, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on a eu un très bon épisode, peu de surprises par moment, j'ai envie de dire. Les trois quarts des matchs étaient assez prévisibles, mais en même temps, j'ai envie de dire que pour cet épisode, on n'est pas là pour créer de la surprise quoi que ce soit. On est là pour construire Stand and Deliver, et je trouve que c'est vraiment très bien fait selon moi. Alors il y a quand même des petits trucs, honnêtement, j'en ai rien à foutre. On reviendra dessus, mais dans la globalité, c'était très bien. On a commencé par un match entre Dijak et Shawn Spears. Alors un match dans lequel j'ai pas été hyper concentré, je dois l'avouer, mais pas parce que j'aime pas les deux catcheurs, hein, contrairement à la semaine dernière où il y a un match où j'étais pas dedans parce que j'en avais rien à foutre des catcheurs qui se combattaient. Là c'est plus parce que j'ai lancé le match pendant que j'étais en train de déjeuner, hein. Comme je disais, j'ai assez peu de temps devant moi avant que mes invités, mes amis arrivent chez moi. Enfin, chez moi. Vous avez vu dans quoi je vis pour ceux qui regardent. Enfin, si j'ai partagé des vidéos en. Non, attendez, je regarde juste un truc. Ok, non, je regardais juste un petit truc vite fait parce que j'ai des messages sur mon groupe justement du carnaval. Bref. Mais c'est pas très important. Mais du coup, comme je disais, comme j'ai peu de temps, bah faut tout en même temps. Habituellement, je prends un peu plus mon temps le matin et tout. Bon. Et du coup, là, j'étais en train de préparer mon déjeuner pendant le match. Et bah, j'ai déjeuné en même temps pendant le match, hein. Il ne faut pas 10 minutes pour préparer un déjeuner. Mais ce qui fait que du coup, ben, j'étais en train un peu de bouger partout à droite à gauche dans ma petite chambre. Et du coup, je pouvais pas vraiment suivre le match correctement, mais de ce que j'ai vu, c'était quand même plutôt sympa. Franchement, on a deux bons catcheurs, hein. C'est vrai que j'ai beaucoup critiqué Dijak parce que j'ai du mal avec son personnage, mais c'est vrai que face à certains catcheurs, il fait des bonnes perfs. Je trouve que pour Dijak, tout dépend de son adversaire. Je veux dire, il a eu des adversaires où je vous disais, mais c'est quoi ce Dijak et tout? Et il y a des mecs, genre comme avec Wesley, en même temps c'est difficile de faire mauvais match contre Wesley, je trouve, mais des mecs contre Wesley comme Joe Gacy récemment, je me suis dit, mais waouh, finalement, Dijak, euh, j'ai pas envie de dire quand il se tire les doigts du cul, il fait des excellents matchs, mais quand il a un bon adversaire avec qui il match bien, je trouve qu'il fait des très bons matchs. Du coup, Sean Spears, je le connais peu, hein, on n'a pas encore vu grand chose de lui. D'ailleurs, on a su pourquoi il était à NXT, c'est parce que du coup, avec NXT, il voyage beaucoup moins et du coup, il peut être plus proche de sa famille. Je trouve ça assez honorable, hein, pour un gars qui apparemment a déjà une très grosse carrière, qui a pas forcément besoin de prouver beaucoup plus de choses que ce qu'il a déjà accompli, et de juste se dire bah je continue à vivre de mon métier, de ma passion du catch, tout en restant proche de ma famille et tout. Je trouve que
c'est très honorable de la part de Shawn Spears de penser comme ça, hein, parce que on connaît tous, hein, plein de catcheurs et catcheuses qui veulent absolument se mettre sur le devant de la scène et où on en a un peu marre. Lui, il est un peu plus, comment dire? Conscient de ce qu'il a fait et qui a pas besoin de spécialement aller plus loin. Alors je suppose que si on propose un spot dans le Royal Rumble ou un truc comme ça, il dira pas non, forcément, n'importe qui dirait non. Mais en tout cas, pour l'instant, il préfère rester proche de sa famille et c'est plutôt honorable encore une fois. Du coup, le match en lui-même, c'était pour une qualification au match pour le titre nord-américain à Stand and Deliver. Dijak était déjà plus ou moins pressenti, hein, il avait déjà eu quelques face-à-face avec Obafemi backstage. La semaine dernière, il s'était un peu pris de tête avec Josh Briggs, hein, dont on va reparler tout à l'heure. Et du coup, bah, le match, en fait, c'était pas forcément est-ce que Dijak euh, ou Shawn Spears va se qualifier pour ce match. Moi, ce match, j'ai plus vécu comme est-ce que Dijak va réussir cette épreuve qui est Shawn Spears et gagner la qualification que l'écriture des épisodes précédents semble montrer. Parce que si on avait eu genre une victoire de Shawn Spears et de Duke Hudson, bah, tu te dis pourquoi teaser des trucs avec d'autres catcheurs si c'est pas pour que Dijak et Josh Briggs y gagnent. Je veux dire, ça n'aurait pas eu de sens. Donc c'est vrai que les gens qui veulent absolument de l'imprévisibilité, machin, je suis quasiment sûr que si on traîne sur Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, qu'il y aura des gens qui seront en mode oh non, c'est juste que t'es trop prévisible. Alors oui, mais encore une fois, quand les choses sont trop précises, ça veut pas forcément dire qu'elles sont nulles. Moi, je me suis déjà plaint de certains matchs trop prévisibles, mais aussi parce que le match à côté, il n'était pas terrible. Là, on a eu des matchs qui étaient très prévisibles, mais en même temps, on a eu des bons matchs, et en même temps, c'est logique avec l'écriture du match. Que des fois, tu as des trucs qui sont très prévisibles, mais qui sont pas forcément logiques dans la continuité. Donc après, il faut prendre tous les éléments en compte et pas juste un ou deux éléments qui arrangent, quoi. Et du coup, bah là, victoire de Dijak, clean, avec son finisher. Voilà, c'est plié. Et du coup, il remporte sa qualification. Ensuite, match pour lequel j'avais beaucoup d'attentes, mais pas forcément en mode j'ai absolument critiqué ce que Jazz va faire dans le ring, puisqu'on avait été à Hale contre Jasmine Nix, qui fait son premier match à NXT, si je me trompe pas. Et honnêtement, c'était cool. Franchement, je trouve que Jazz a été mieux entraîné que Maxine Dupri. Voilà, sans vouloir être méchant avec Maxine Dupri, hein, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en tant que manageuse, mais il faut se l'avouer que dans le ring, Maxine Dupri, c'est pas non plus une masterclass. Et comme Ava Rain et tout, ce sont des femmes qui ont large le temps de s'entraîner au Performance Center pour s'améliorer et revenir faire des bonnes perfs plus tard. Que là, Jasmine Nix, tu sens qu'avec elle, ils ont fait l'inverse. Ils l'ont. Alors, je connais pas son background, hein, je sais pas si, comme d'autres, elle a déjà une histoire autour des arts martiaux, des choses comme ça. Je pense notamment à Kiana James. Si vous vous souvenez, avant d'être associée à Izzy Dame, elle était associée à une autre femme, genre une brune, qui s'appelait, je crois que c'est Georgia quelque chose, je me souviens plus précisément du nom. Mais cette femme qui a accompagné Kiana James, à la base, c'était une meuf qui faisait du jiu-jitsu ou, enfin bref, qui était, enfin, qui avait un haut niveau dans les arts martiaux. J'ai jamais compris pourquoi ils ont jamais rien fait avec cette meuf. Voilà. Mais globalement, cette meuf qui accompagnait Kiana James, elle avait déjà des grosses bases en arts martiaux, et du coup, ils auraient pu faire quelque chose avec. Là, avec Jasmine Nix, je ne sais pas si elle a un passé dans les arts martiaux ou dans d'autres sports, hein, parce qu'on voit que Adriana Rizzo a fait des perfs plutôt honnêtes, en sachant que elle est plutôt, elle a plutôt un passé dans l'athlétisme plus que les arts martiaux. Donc voilà. Et honnêtement, j'ai trouvé que bah, Jasmine Nix s'était très très bien débrouillée dans ce match, honnêtement. Alors il y a un moment où elle a vendu une prise un peu bizarrement, parce que en gros c'était une prise un peu dans le style du Crossroads, hein.
pour vous mettre un peu l'idée de la prise. Donc normalement, c'est une rotation qui va dans un sens. Et en fait, ouais, je trouvais que c'était un peu bien sa façon de vendre parce que quand Thea Hale l'attrape à la tête et tourne, du coup, Jasmine, elle va tourner forcément dans le bon sens, mais dès qu'elle va toucher le sol, elle va repartir dans l'autre sens. Et je trouvais ça un peu bizarre, que normalement, je pense que ton col aurait plus eu tendance à tourner dans le sens où tu étais déjà en train de tourner dans les airs, que là, je trouve que c'était un peu bizarre. C'est retourner dans l'autre sens pour directement enfin pas directement se relever, mais s'asseoir. Et je me suis dit, c'est un peu bizarre comme façon de vendre, mais c'est pas non plus catastrophique, hein. Parce que après sur le reste, elle a très bien vendu, je trouve. Dès qu'elle a envoyé des coups ou quelques prises, franchement, c'était bien vendu. Les petits paquets étaient très très bien faits aussi. Je pense à sa prise de soumission. À un moment donné, elle a fait une prise de soumission que j'avais jamais vue avant, qui était une belle prise de soumission. Donc honnêtement, je suis très surpris de Jazz et franchement, j'ai qu'une envie en vrai, c'est de la revoir dans d'autres matchs et de la voir évoluer avec le temps parce que ben ce qu'on a vu, c'était pas mal, hein. Pour quelqu'un qui a peu catché avant, bah, je trouve que qu'elle nous a donné quelque chose de cool. Alors après, il y a aussi le travail avec Thea Hale, hein. Thea Hale aussi, c'est une bonne catcheuse, elle travaille bien et tout. Donc les deux, je trouve qu'elles ont bien matché. Parce que là, je parle beaucoup de Jazz, mais en même temps, Thea Hale, ça fait plus d'un an que moi je la vois catcher, donc je sais très bien qu'elle catche bien. Pas besoin de dire à chaque fois qu'elle catche très bien. Thea Hale, je me plains de son personnage, mais en termes de catch, c'est toujours très bien. Euh, que là, Jazz, on n'avait jamais rien vu, donc forcément, je m'attarde un peu plus sur elle. Et en plus, elle a fait du très bon taf. Donc voilà, je suis très satisfait. J'ai même envie d'en voir plus, alors qu'elle n'a pas forcément un personnage, je veux dire, important. Mais même son personnage, elle le joue très bien, j'avais dit la semaine dernière. Franchement, bonne petite découverte, cette catcheuse. Du coup, pendant le match, on a Jessie Jane qui va intervenir en jetant la serviette d'André Chase, justement pendant cette soumission de Jazz, puisque normalement, si tu jettes la serviette, ça revient à abandonner pour la catcheuse de ton équipe. Donc globalement, ça ferait abandonner Thea Hale. Sauf que bah, Riley Osborne il va intervenir pour rattraper la serviette, sauf que bah, l'arbitre il va le voir et dire mais que tu fous là toi et que tu fous dans le ring, vous faites quoi là chez University? Du coup il a renvoyé tout le monde backstage. Ça c'était plutôt intéressant parce que en faisant ça tu te dis ok, Jessie Jane elle peut intervenir, si elle intervient, Jazz automatiquement elle a gagné. Mais ça va pas se passer comme ça. Et oui, parce que même si au final Jessie Jane va réussir à foutre une baffe à Terry, d'ailleurs tu te demandes qu'est-ce que regarde l'arbitre, parce que le mec il a le dos tourné, tu te dis pourquoi t'as le dos tourné à l'action, mais bon. Euh, mais Jessie Jane va quand même foutre une baffe à Thea Hale, ce qui fait que Jazz va en profiter pour faire un petit paquet, mais qui n'aura pas un compte de 3. Ensuite, Thea Hale, elle enchaîne avec sa soumission. Jazz, elle abandonne. Du coup, victoire de Thea Hale, hein. Et là, franchement, j'ai envie de dire, belle victoire surprise. Parce que franchement, je m'attendais à une victoire de Jazz avec tricherie. Quand on a commencé à virer la Chase University backstage et tout, je me suis dit, bon, bah ok, ce que j'imaginais va se produire. Et en fait, non. Donc là, très très bonne surprise sur ce match. À la fin, baston, Jessie Jane va enfin agresser Thea Hale parce qu'à chaque fois, il fait des petits trucs en douce et tout. Là, c'est carrément une agression directe. Euh, Elle va recevoir également de l'aide de Kiana James et Easy Damer. Ça fait un peu chier de voir Kiana James dans ce truc-là parce que j'aime beaucoup Kiana James, mais bon, c'est comme ça. Thea Hale, elle va recevoir de l'aide de Fallon Henley et Kelani Jordan. Et, euh, et voilà. J'aime bien Fallon Henley, mais Kelani Jordan, honnêtement, j'ai vraiment du mal avec. Mais bon, on verra ce que tout ça donnera. Ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, on ait un 3 contre 3. Bon, on aura déjà un match entre Fallon et Jessie la semaine prochaine, donc on verra où ça mènera avec le temps. Ensuite, on a eu Lola Vice. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourtant, j'adore Lola Vice, hein, mais j'en avais rien à foutre de ce qui se passait. Parce que déjà, elle arrive, puis elle fait, bon, Open Challenge. Et là, tu te dis, Open Challenge de quoi? C'est vrai, tu te poses la question.
tu n'as plus le Breakout Tournament, donc tu peux pas mettre ton contrat en jeu, tu n'as aucune ceinture, t'es pas spécialement une légende, hein, t'es une jeune catcheuse, donc tu dis Open Challenge de quoi? Qui voudrait affronter une fille qui est là que depuis 1 ou 2 ans? Je veux dire, c'est quoi l'écriture de cette promo? Je sais pas qui a écrit ça. Après, j'ai pas non plus compris tout où elle voulait en venir avec son Open Challenge, mais je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt d'un Open Challenge quand t'es pas champion, ou que tu n'es pas Mister ou Miss Money in the Bank, ou que tu n'es pas là avec comme son contrat de Breakout Tournament, effectivement, on aurait pu le remettre en jeu dans un match. Le mallette Money in the Bank, pour ceux qui ont vu ma vidéo où je retrace le Money in the Bank match, on sait qu'à plusieurs reprises, la mallette a été mise en jeu dans des matchs, hein, dont la dernière fois c'était justement avec Otis et The Miz. Là, on aurait pu faire pareil, mais là tu dis Open Challenge quoi? À la limite qu'une légende vienne en mode bon bah moi je veux mon moment à WrestleMania ou à Stand and Deliver, vas-y, celui qui veut m'affronter, on se casse la gueule à Stand and Deliver, tu dis ok, pourquoi pas, mais quand t'es un jeune ou une jeune catcheuse, que tu fasses un Open Challenge alors que tu n'as rien à offrir, entre guillemets, parce que Lola Vice c'est comme une très bonne catcheuse, euh, mais ce que je veux dire, c'est bah oui, mais quoi, qu'est-ce que tu as à offrir comme rivalité, enfin comme truc dans un Open Challenge normalement, c'est qu'il y a quelque chose pour la personne qui vient t'affronter à gagner. En plus là c'est Natalia qui vient, je me suis dit putain, j'en ai rien à foutre de Natalia, j'ai jamais aimé Natalia, ça me fait chier quoi, j'ai soufflé quand je l'ai vue, je me suis dit non. Je dis non, je me suis dit, en plus elle a voulu se la faire à l'Undertaker et tout là. Oh, c'était nul. Elle est arrivée en mode, ouais, y a de l'avenir en toi, genre un truc comme ça en mode, je vois plein de bonnes choses en toi, il y a de l'avenir pour toi, mais aujourd'hui je vais te casser la gueule, un peu comme l'Undertaker a fait avec Braun Breaker en mode, gars, t'as de l'avenir, tu es l'avenir de la compagnie, mais tu as osé m'insulter, donc bah, ton avenir il s'arrête maintenant. Et avec l'Undertaker et Braun Breaker, la mise en scène elle était incroyable, il y avait un sens avec le fait qu'on est l'American Badass. Braun Breaker qui se faisait appeler le Badass Braun Breaker à ce moment-là. Tout était bien foutu entre Breaker et l'Undertaker. Là, c'était nul, c'était nul. C'était Natalia, quoi, j'ai envie de dire. Oh, j'ai soufflé, et en plus, quand je vois qu'en plus le match est contre Natalia et pas contre Petrovic, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, le match allait être contre Petrovic. J'ai tellement envie de voir ce combat entre deux meufs qui se foutent des coups de pied dans la gueule. Et là, non, je vois Natalia. Je me suis dit peut-être que Natalia, elle va introduire quelqu'un qui viendra faire le match. Non, c'est elle qui fait le match. Ouais, j'en avais rien à foutre. Après, le match en soi, faut être honnête, le match en soi était pas mauvais non plus. C'était pas le match de la soirée, un match de la soirée c'est clairement le main event, mais c'était pas non plus catastrophique. Mais j'ai quand même soufflé à mort parce que j'en avais rien à foutre de ce match. Bref. Euh, Après ça, à un moment donné, enfin plutôt à un moment donné, on a Carmen Petrovic qui va quand même venir au ring. Je me suis dit, ah tiens, elle est là. On va voir quelques échanges entre Lola Vice et Karen Petrovic, donc on aura très certainement vraiment cette rivalité. D'ailleurs, certains demandent pourquoi je m'attends à une rivalité entre les deux, parce que la semaine dernière, je crois qu'on a eu un Carmen Petrovic, un petit segment. Non, pas Carmen Petrovic. Enfin, je crois qu'on a vu un truc de Karen Petrovic et ensuite on a vu une vidéo de Lola Vice en train de s'entraîner et se foutre de la gueule de Petrovic, un truc dans le délire. Et du coup, bah forcément, c'est le genre de truc à NXT qui peut démarrer une rivalité. En vrai, un Lola Vice Karen Petrovic, c'est une rivalité que moi j'ai envie de voir. Euh, donc quand Carmen est arrivée, je me suis dit c'est cool. Et du coup, Carmen a reboosté Natalia qui a fini par battre Lola Vice par petit paquet. En plus, je vous dis, mais vous faites quoi là, à la WWE? Je veux dire, moi j'adore Tegan Nox, vous m'associez Tegan Nox à Natalia. J'en ai rien à foutre, je veux pas avoir Tegan Nox en équipe avec Natalia. Et là maintenant vous prenez Carmen Petrovic, vous la foutez avec Natalia. Je fais, mais je m'en bats les couilles, je veux pas devoir des gens que j'adore avec Natalia. Je veux dire, vous mettez quelqu'un que j'adore et quelqu'un que j'aime pas, j'ai plus d'intérêt dans le truc moi. Donc franchement, arrêtez de vouloir absolument foutre Natalia partout.
Elle a plus le même niveau qu'il y a des années. Aujourd'hui, ces matchs, ils sont pas intéressants, on n'en a plus rien à faire. Aujourd'hui, on est quasiment tous tournés vers la nouvelle génération et il faut arrêter de vouloir nous bourrer le crâne avec la vieille génération, surtout quand c'est des Natalia, ou pire, quand c'est des Goldberg qui savent plus catcher. Parce que bon, Natalia, limite, c'est la meilleure catcheuse si tu la fous à côté de Goldberg, hein. Mais bon, faut arrêter. Faut arrêter. Je sais qu'ils aiment bien jouer sur la nostalgie avec ceux qui suivent le catch depuis longtemps, mais moi, en tout cas, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Moi, quand je vois ça, ça me donne juste envie de quitter mon écran. Revenons sur du positif avec Ilya Dragunov contre Lorenzo. Très bon match, honnêtement, très bon match, hein. Stax qui a bien dominé Dragunov par moment, qui a vraiment bien résisté à certains assauts du champion de NXT. D'ailleurs, Dragunov qui va pas mal vendre une blessure à la main. Ce qui était très intéressant, c'est que même plus tard backstage, quand Lucas Cosifino vient lui donner une enveloppe, voilà, t'as un rendez-vous dans un resto avec Tony D'Angelo la semaine prochaine et tout. Euh, il continue à vendre sa main et tout. C'était très cool d'ailleurs. Petite parenthèse, j'ai adoré l'outfit. Comment elle s'appelle c'est Kelly Kincaid ou Katy Kelly? Oh, je sais plus. Je crois que c'est Kelly Kincaid qui est l'intervieweuse qui remplace Mackenzie. J'ai adoré son outfit. J'ai trouvé hyper original. Genre la robe avec une couleur différente de chaque côté. Je crois que j'avais jamais vu de robe comme ça. Je me suis dit, c'est hyper original, j'aime bien son outfit. Bref, on ferme la parenthèse. Du coup, c'est très cool que Dragunov ait vendu sa blessure sur le long terme parce que ça peut peut-être être un élément pour lequel va se servir Tony D'Angelo pour remporter le titre de NXT. Je ne dis pas que forcément il va gagner, mais ça peut être un élément qui va jouer dans le match la semaine prochaine en faveur de Tony D'Angelo. Donc ça, je trouve ça très malin. Euh, Ensuite, le match, en vrai, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Franchement, c'était juste un très bon match. Peut-être étonnant que Stax domine autant Dragunov. En même temps, Dragunov, il vend sa blessure et tout. Donc, il y a c'est quand même assez logique d'un côté. Mais bon, le match était cool. Victoire quand même de Dragunov. On ne fait pas perdre le champion juste avant Stade and Deliver. Ce serait un peu bizarre. Mais franchement, victoire de Dragunov avec le Torpedo Moscou. C'était très cool. En plus, le Torpedo Moscou qui sort un peu de nulle part, parce que je crois qu'il était un peu en difficulté. Il est là, et je crois qu'il fait une souplex ou un truc comme ça, et puis il renchaîne direct avec le Torpedo Moscou. Bref, c'était un match vraiment très sympa. Je pense que c'était le second match que j'ai préféré de la soirée, honnêtement. Ensuite, on a eu Duke Hudson contre Josh Briggs. Et globalement, c'est la même histoire que Dijak. Pour moi, quand j'ai vu ce match, enfin, quand j'allais voir ce match, j'étais dans l'optique, enfin, j'étais pas dans l'optique, est-ce que Duke Hudson ou Josh Briggs va affronter Dijak et Obafemi pour le titre nord-américain? Non, moi j'étais dans l'optique, est-ce que Josh Briggs va réussir son défi pour vaincre Obafemi? Moi j'ai vu le truc comme ça, à nouveau pour la même raison que Dijak, hein. C'est que Josh Briggs, pareil, il a eu deux trois face à face avec Obafemi backstage. Il y a eu ce triple face là, si on peut dire ça comme ça, entre Dijak, Obafemi, Josh Briggs la semaine dernière, avec quelques coups qui avaient été portés. Donc, quand tu as un segment comme ça, tu peux pas faire que les trois qui se foutent sur la gueule pour un titre ne soient pas dans le match à Stand and Deliver ou n'importe quel match, hein. Là, je parle de Stand and Deliver parce qu'on est juste avant, mais peu importe le PLE, je veux dire, tu peux pas teaser un match entre trois personnes et ne pas le faire. Ce serait débile. Donc, certes, c'était logique que Josh Briggs allait gagner ce match, mais encore une fois, le match était très cool. En plus, tu as Dijak qui était aux commentaires, qui commentait tout ce que Josh Briggs y faisait, ce qui des fois détournait un peu l'attention de Josh Briggs et tout. Et en plus, Duke Hudson, c'est un très bon catcheur aussi. Les deux ont fait une belle perf.
On a eu des belles choses, des souplexes de la troisième corde, on a eu de la physicalité, parce que ces 2 catcheurs sont quand même assez, enfin surtout John Brick, un peu plus imposant je crois, mais bon, il y a eu du physique. Et c'était très cool, honnêtement, j'ai passé un super moment devant ce match. C'est dans, pour moi, de toute façon, les 3 derniers matchs de la soirée, pour moi, c'est vraiment les trois meilleurs matchs que j'ai vus. Peut-être pas les 3 meilleurs moments, parce qu'encore une fois, Jazz, elle m'a tellement surpris que j'ai passé un très bon moment sur son match. Mais en termes de match pur, je trouve que les 3 derniers, franchement, on s'éclatait, quoi. C'était trop bien. En plus, victoire de Josh Briggs avec sa close line, c'était très cool. Bon, malheureusement, chez University, on sait pas trop quelle voie ils vont prendre pour Stand and Deliver, peut-être aucune voie du tout, hein, mais en tout cas, on a eu un face-à-face entre Dijak et Josh Briggs juste après, jusqu'à la présence de Obafemi qui se ramène et qui annonce que quoi qu'ils fassent tous les deux, ils pourront jamais l'affronter et tout, parce qu'il est beaucoup trop puissant, beaucoup trop fort, il s'est comparé à une montagne, et c'est vrai qu'il est hyper imposant, Obafemi, et du coup il a annoncé à Stand and Deliver, triple straight match. Bon, on le savait très bien que ça allait arriver, mais là c'est annoncé, c'est clair, on a tous envie de voir ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de voir ça. Et franchement, la carte de Stand and Deliver, il y a peut-être des matchs qui m'intéressent un peu moins, mais dans la globalité, on a une très très belle carte pour Stand and Deliver et je suis très content. Et on finit avec un match avec un petit peu d'enjeu, Wolf Dogs contre Alpha Academy. Alors pourquoi il y a de l'enjeu? Tout simplement parce que si Alpha Academy gagne, ils ont une place à Stand and Deliver pour les titres par équipe. Ce qui fait qu'au lieu que Wolf Dogs affronte une des équipes qui peut avoir la chance de se qualifier la semaine prochaine en 1 contre 1, enfin en 2 contre 2 plutôt, et ben ce serait un triple threat match tag team. Et si Wolf Dogs l'emporte, bah du coup, il n'y a pas de triple menace, et du coup, c'est un match simple pour les titres par équipe. Et du coup, ça met un peu d'enjeu, et d'ailleurs, j'ai bien aimé le petit moment backstage où The aussi, ils sont en mode, vous n'avez pas intérêt à perdre, sinon si vous perdez, c'est un triple sweat match, machin, donc euh, concentrez-vous sur votre match, et t'as Braun qui fait, non mais nous, on sait ce qu'on a à faire, on va défoncer Alpha Academy ce soir, vous, occupez-vous de gagner votre match la semaine prochaine au lieu de fanfaronner là, et bam. Franchement, j'ai adoré, parce que Braun Breaker, il a pas beaucoup parlé dans ce petit segment backstage, mais genre l'un des rares trucs qu'il a dit, paf, ça a fait mouche, et c'était hyper intelligent, c'était très cool. Le match entre Wolf Dogs et Alpha Academy, c'était un très très bon match. En plus, il dure pas longtemps, hein. Je crois qu'il dure à peine 10 minutes, voire un petit peu moins de 10 minutes. Mais qu'est-ce que c'était bon, c'était bon. Franchement, on a 2 très bonnes équipes. On aura quelques offenses quand même côté Alpha Academy, des grosses offenses côté Wolf Dogs. Ça va être cool. Tout le monde va envoyer un peu ses trademarks. Même si, alors Akira Tozawa, je sais pas c'est quoi son finisher, donc je peux pas dire. Mais Baron Corbin n'aura pas porté son End of Days cette semaine. Habituellement, on a une combinaison End of Days et Spear, mais on l'aura pas eu cette semaine. Là, on a quand même Otis qui va placer son Caterpillar Elbow, mais qui ne fera pas mouche, malheureusement pour lui, hein. Wolf Dogs. Baron Corbin va se relever de la prise, et on aura quand même 2 moments qui vont faire lever la foule. Bon, l'un un peu plus que l'autre, mais quand même le premier move, mais je me suis dit, mais what? Comment ils ont réussi à faire ça? Genre, t'as Otis qui prend Braun Breaker sur les épaules, et en général, quand c'est comme ça, t'as l'équipier, bon là, d'Otis, bon, avec l'exemple, mais ça peut être n'importe qui, mais qui monte sur le troisième corde, en général, qu'il faut soit une corde à linge, soit un dropkick, bon, ça dépend. Et là, t'as du coup Akira Tozawa qui part en corde à linge, mais du coup, t'as Braun Breaker, alors qu'il est assis sur les épaules d'Otis, qui retourne ça en Spanish Fly, et je me suis dit, mais what? Il vient de se passer quoi là? Et j'ai pas compris. Vraiment, il était dans une position ultra défavorable. Déjà qu'un Spanish Fly, c'est pas forcément simple à bien placer. On en a vu se rater, mais là,
Le gars, il est pas dans une position favorable, et il arrive à porter un assez beau Spanish Fly. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Ce move, il est incroyable, c'est pour moi le meilleur move de la soirée. C'est incroyable. Et de l'autre côté, on a Braun Breaker et Baron Corbin qui vont choper Otis et lui faire traverser la table des commentateurs pour s'en débarrasser. Là, pareil, le public s'est levé, a lancé un chant holy shit et tout, et c'était incroyable effectivement comme moment. Et du coup, bah, le match va se terminer. Akira Tozawa tout seul contre les champions par équipe. Forcément, c'était un peu foutu. Il va se prendre une grosse powerbomb de Baron Corbin qui ensuite va le relever, il va le foutre debout. Et là, t'as une spire, mais elle est super belle. Franchement, la spire de Braun Breaker, elle était hyper impactante. T'as senti que, enfin, tu sentais l'impact sur Akira Tozawa, j'ai adoré. Puis bon, bah, 1, 2, 3, les champions par équipe remportent leur match, ce qui fait qu'on aura un match euh, Wolf Dogs contre une seule autre équipe à Stand and Deliver. Et ça va être incroyable. Ensuite, t'as tous les challengers qui sont arrivés, c'est qu'on est parti en battle, j'allais dire en battle royale, sur une bataille de rue, hein, tout le monde s'est foutu sur la gueule, bon ça j'aime un peu moins, mais le match en lui-même était vraiment incroyable. Du coup, en conclusion, la semaine prochaine, on aura un face-à-face entre Trick Williams et Carmelo Hayes juste avant Stand Deliver, et ça j'ai hâte de le voir, parce que franchement, les teasings pour ce match à Stand Deliver, en limite, et t'as même, je crois, je sais plus c'est qui dit ça. Je me demande si c'est pas Gargano ou Ciampa qui dit ouais, ça peut être le plus grand match de l'histoire de NXT. Euh, mais le truc, il est teasé de fou. T'as un premier teasing, on te met à fond l'histoire entre les deux catcheurs. Ensuite, on te met un deuxième teasing qui tourne surtout autour de Trick Williams et tout, de sa famille et tout. C'est trop bien. Même si j'aime pas Trick Williams, enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je suis pas dans le train de la hype Trick Williams. Mais franchement, même moi, j'étais à fond dedans. C'était incroyable. On te met un troisième teasing et tout, mais là, surtout pour teaser le match, en fait, ça va être le match de Stand and Deliver, peut-être le match, le plus grand match de NXT qu'il ait jamais eu. Enfin bref, on te tease le truc à fond. Puis t'as plein de petits passages avec d'autres catcheurs qui parlent. Comme j'ai dit, il y a les DIY, Gargano et Ciampa qui vont donner leur avis. T'as CM Punk, t'as Randy Orton, t'as Cody Rhodes. Bref, tous qui sont là en train de parler. Tu as aussi d'autres personnes qui vont un peu parler. Tu as un ami de la famille Trick Williams. Tu as sûrement enfin, un coach de la NFL. Sûrement que Trick Williams vient de là-bas, peut-être. Je connais pas assez Trick Williams pour dire. Mais bref, c'était incroyable tous ces petits teasings. C'était super bien réalisé. Des petits montages un peu kitsch par moment, mais franchement, c'était plutôt bien réalisé. Ensuite, on aura un Supernova Session qui permettra un face-à-face entre Roxanne Perez et Lyra Valkyria, en sachant que Supernova Session est officiellement le host de Stand and Deliver. Ça, c'est plutôt cool. Ils ont plus la coupe, ils n'ont pas spécialement de programme de prévu, les mettre host, je trouve ça plutôt sympa, honnêtement. Ensuite, on aura le match par équipe entre la LWO, ZOC et Axiom et Fraser. Et du coup, l'équipe parmi ces trois-là qui gagnera affrontera dans le week-end qui suit les Wolf Dogs pour tenter de choper les titres par équipe. Ensuite, on aura un Sol Ruka contre Blair Davenport. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on aura Fallon Henley contre Jessie Jane par rapport à ce qui s'est passé pendant cet épisode. Voilà. Donc, un très bon épisode. On a également, alors ça, j'en ai pas parlé parce que Corey Joland est venu parler au ring. Je me suis dit, bon, si c'est pour faire une promo, je suis pas fan des promos quand, quand c'est juste pour se mettre en avant ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que les promos, j'ai un peu tendance à pas trop les écouter, mais j'aurais peut-être dû parce que si je me trompe pas, Ridge Holland a annoncé sa retraite du ring. Alors il a pas eu une retraite définitive, si encore une fois je me trompe pas sur ce que j'ai compris, mais voilà, c'est un peu triste et en même temps, bah voilà, c'est des choses qui arrivent et ouais, après, c'est pas un catcheur auquel j'étais attaché, mais bon,
là, c'est toujours un peu dommage quand un catcheur qui a du potentiel, prend sa retraite. On sait pas trop pourquoi. Enfin, du moins, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. En tout cas, la mise en scène m'a clairement fait penser à une retraite, hein. Cette mise en scène où tu poses ton micro ou un truc, hein, Triple H, quand il a fait ce genre de promo, il avait laissé ses bottes. Roman Reigns, quand sa leucémie s'était redéclenchée, il avait posé son titre pour le rendre vacant et partir. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu triste. Et en même temps, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais d'un côté, je suis un peu triste pour lui parce qu'il avait de l'avenir, je pense, hein. Voilà, il a fait quelques erreurs dans des matchs qui effectivement ont blessé des gens et tout. Il a lui-même subi quelques blessures, mais bon, je sais pas pourquoi il s'en va, mais bon, j'espère que c'est pas pour quelque chose de grave parce que même si j'aimais pas son personnage, que c'était pas mon style de catch préféré, c'était pas un homme que je détestais non plus, quoi. Je voyais bien qu'il y avait du potentiel, mais que c'était pas dans un délire que moi j'aime bien. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est malheureusement comme ça. Du coup, on va arrêter la vidéo là. Comme je disais, très très bon show. Il y a eu des petits moments où j'en ai eu rien à foutre, comme le fait de voir Natalia à NXT, je m'en bats les couilles, mais bon voilà. Le reste était vraiment très bien. Euh, Franchement, on a eu des très bons matchs. Le match main event, incroyable. Et encore une fois, j'ai encore envie de féliciter Jazz, hein, qui en vrai m'a pas mal bluffé pour un premier match. Franchement, j'ai encore envie de comparer, c'est pas de manière méchante, mais quand on voit les performances de Maxime Dupri, qui a quand même eu plusieurs fois le temps d'apprendre et de faire quelques matchs, et que là tu vois une Jazz qui a également eu du temps et de faire quelques matchs, mais là c'est son premier télévisé et qu'elle a géré le truc, j'ai envie de la féliciter. Voilà, pour un titre de comparaison. Mais encore une fois, j'aime bien Maxime Dupri dans ce qu'elle fait dans son rôle de manageuse, mais malheureusement sur le ring pour l'instant, encore une fois, comme je disais, elle a le temps de s'entraider et tout, de s'améliorer. Faut pas non plus lui cracher dessus. Donc voilà, on va arrêter cette vidéo. Euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Moi, je vais dire, je m'en vais faire la fête, mais oui, globalement, le carnaval étudiant de Caen, c'est le seul moment où tu fais de la fête de 14 h à 3-4 h du mat. Donc, effectivement, je peux dire que moi, je vais aller faire la fête pendant que vous regarderiez peut-être cette vidéo. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.